Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré. Le Brésil, la musique et le monde, c'est notre deuxième épisode, le premier voyage de Blaise Cendrars au Brésil. Bonjour et bienvenue, c'est le deuxième chapitre de Carrefour des Amériques et il nous mène du Paris des années 1920, qui vit de plus en plus à l'heure brésilienne, jusqu'à São Paulo. Les artistes qui avaient déclenché là-bas le mouvement moderniste et qui résident à Paris entrent en contact avec le monde culturel de la capitale française grâce notamment au poète Blaise Cendrars. C'est sur leur invitation que Blaise part au Brésil en 1924. Et cette même année, un jeune pianiste et compositeur brésilien de 23 ans, Fructuoso Viana, au destin plus solitaire, est déjà en Europe depuis plusieurs mois, une Europe qui va changer sa vie. Il a participé lui aussi à la Semaine d'art moderne de São Paulo. Sans crier gare et sans un sou, il embarque pour Marseille en mars 1923. Par chance, il renfloue ses finances en donnant des concerts à bord. À son arrivée à Paris, il prend quelques cours avec Blanche Selva. En fin d'année, un violoniste brésilien vice-consul à Berlin l'invite à venir étudier avec un grand professeur de la capitale allemande. 10 mois plus tard, il part à Bruxelles où il rencontre son vrai maître, Arthur de Graef, élève de Liszt. Puis il rentre ensuite à Paris en 1925. Entre-temps, sans doute influencé par la mode de l'art nègre à Paris et à Bruxelles, il a composé une dança de negros qu'il montre en France au pianiste João de Sousa Lima. Ce dernier part à São Paulo. Il la joue au jeune écrivain et musicien Mário de Andrade. Très impressionné, cela suffit pour que cette dança de negros, née un jour entre Berlin, Bruxelles et Paris, connaisse un succès immédiat. Elle est toujours au répertoire des pianistes brésiliens. La dança de negros de Fructuoso Viana par la pianiste brésilienne Clélia Irusún. Elle a été créée en public en 1926 à São Paulo par João de Sousa Lima. Cette dança de negros nous ramène à Blaise Cendrars et à son voyage au Brésil. Il a quitté Paris en janvier 1924. Il est arrivé le 6 février dans la ville de São Paulo après une escale très fugitive à Rio de Janeiro.
Son ami et mécène Paulo Prado, le magnat du café qui a financé son voyage, a organisé la première visite officielle à la bibliothèque municipale en compagnie de ses amis modernistes Mario de Andrade, l'écrivain Oswald de Andrade et la peintre Tarsila de Amaral. Le 10 février, comme chaque dimanche, Paulo Prado réunit ses artistes et écrivains autour d'un déjeuner dans sa villa, et Blaise y est accueilli comme un nouveau membre de la famille. Quelle était donc cette ville de São Paulo qui recevait le poète français en cette année 1924 ? Manuel Correa do Lago de l'Académie brésilienne de musique nous en parle. Il y a un autre aspect du premier séjour de Centras, dans les années 20 encore, qui est quand même assez troublant dans le sens qu'il se lie beaucoup à cette haute aristocratie caféière, si on peut l'appeler ainsi, de São Paulo. Il vit un moment très particulier de la vie économique de São Paulo, qui est l'époque d'or de ce qu'on appelait les valorisations du café. Tout ça va ensemble avec la construction vers l'ouest de grands vecteurs ferroviaires. Et dans les années 20, São Paulo croyait avoir atteint une espèce de perfection dans le système. Et alors c'est dans ce cadre qu'arrive Centras, donc une vie urbaine très exubérante à São Paulo. Le café semble être une richesse sans fin pour toujours. Alors c'est très curieux chez Centras, cette proximité donc des gens très haut placés donc à São Paulo, soit dans les finances, soit dans le monde intellectuel, soit dans le monde politique. Le célèbre Tico Tico no Fubá, le rouge-gorge dans la farine de maïs. Qui dirait que ce succès mondial de la musique populaire brésilienne, ce choro que Carmen Miranda a fait connaître dans le monde entier dans les années 1930, est né dans une petite bourgade de l'arrière-pays de São Paulo en 1917. Il a été composé par un jeune flûtiste de 29 ans, Zequinha de Abreu, pour un bal de la société littéraire et musicale de son village natal. Quant à Blaise Cendrars, eh bien, il se sent chez lui dans la grande métropole. Le 13 février 1924, Oswald de Andrade lui souhaite la bienvenue dans le Correio Paulistano, le journal de São Paulo. Le Brésil, pour Cendrars, écrit-il, c'est le pays où l'on peut jouer les entrepreneurs et les aventuriers. Il est venu nous rendre visite et qui sait si en vivant parmi nous,
il n'est pas en train de revivre l'aventure d'un de ses oncles d'Amérique. 3 jours après, c'est Dona Olivia Guedes du Penteado, la reine du café comme on l'appelait, qui invite tout ce beau monde à un dîner littéraire en l'honneur de Blaise dans son sublime hôtel particulier. On y lit plusieurs de ses poèmes et aussi des textes de Mario de Andrade, qui était vraiment le seul à bien connaître l'œuvre de Blaise. Il était en plus le seul désargenté de cette bande d'amis fortunés, comme Blaise finalement. C'est avec Mario que le poète français va partir à la découverte de la musique brésilienne. Mario lui montre ses récents articles en défense des compositeurs populaires, trop dédaignés par les élites, à savoir Marcelo Tupinamba à São Paulo et Ernesto Nazareth à Rio. Mario est alors en train de mettre sur pied pour 1925 la première tournée à São Paulo et dans sa région du légendaire Ernesto Nazareth, qui a alors 62 ans et qui va créer à cette occasion l'un de ses plus grands succès, Escorregando, qu'on pourrait traduire par « En glissando ». Escorregando d'Ernesto Nazareth par Arthur de Moreira Lima. À São Paulo, Blaise Cendrars aime l'exubérance et la fantaisie débridée d'Oswald de Andrade. Mais c'est avec Paulo Prado, dont la culture l'impressionne, Paulo était aussi historien, et avec sa femme Marinette, de nationalité française, qu'il va lier la plus grande amitié. Pour aider le poète, Oswald et Tarsila sont chargés de lui trouver de l'argent de poche pour le moins, et il lui organise des conférences. La première a lieu le 21 février 1924 au Conservatoire de musique sur la poésie moderne française. Le public a rempli la salle et il est très chaleureux. 2 autres conférences suivront, l'une sur l'art moderne et une autre sur l'art nègre. À ce propos, il rappelle à ses amis qu'il est chargé officiellement de réaliser des reportages pour l'Illustration française et pour l'Excelsior. Donc, pas question pour lui de manquer le carnaval de Rio, qui sera son premier contact avec la culture afro-brésilienne. Du 1er au 4 mars, Oswald, Tarsila et Dona Olivia partent avec lui à Rio de Janeiro. Parmi les sambas à succès cette année-là, il y a notamment Quem quiser ver d'Eduardo Soto. Celui qui veut voir, eh bien il doit payer. La gouaille de la chanteuse Aracy Cortés en fera un grand succès. Ces années-là, la culture noire et la samba n'étaient guère mises en valeur au Brésil. Seul un jeune écrivain, Gilberto Freire, commençait à s'y intéresser. On écoute José Augusto Calil, auteur d'un livre essentiel sur Blaise Cendrars au Brésil. La plus importante influence de Blaise pour le moderniste, pour la culture brésilienne, c'était ce qu'il a apporté la nécessité de reconnaître la culture nègre. Au Brésil, il fréquentait avec les modernistes de Rio le Nuit de Samba, qui était, en ces temps-là, les décennies des années 20, il était peu exotique, c'est pas reconnu par la culture officielle. Il disait, ça c'est la vraie culture du Brésil. C'est extraordinaire parce qu'un homme comme Gilberto Freire, il reconnaît que le premier signalé l'importance de nègre au Brésil, c'était Blaise Cendrars.
Une musique du nord-est du Brésil enregistrée le 6 juillet 1938. Le 18 mars 1924, Oswald de Andrade publie un manifeste dans le Correio da Manhã, le journal du matin de Rio de Janeiro, qui donne le départ de son mouvement Pau Brasil. Pau Brasil, le bois Brésil, ce bois de braise, ce bois rouge de teinture qui a donné son nom au pays. Le primitivisme était soudain à la mode et pour Oswald, il s'agissait de revenir aux sources de la culture brésilienne et de s'en nourrir dans la création artistique. Dans son recueil paru plus tard, il a même inclus un poème à la manière de Blaise Cendrars, une suggestion de Blaise en français dans le texte. « Bourrez les locomotives, préparez-vous à partir, c'est un nègre qui tourne la manivelle de la plaque tournante où vous vous trouvez. » Ce mouvement Pau Brasil va inspirer aussi des compositeurs, comme Luciano Gallet. En 1924, il a 31 ans. Il vient de créer l'association chorale Pro Arte de São Paulo qu'il dirige dans la Passion selon saint Matthieu de Bach. 2 ans plus tard, il compose sa suite Turuna, tout imprégné de Stravinsky, de Milhaud et de Villa-Lobos. Le premier mouvement, Seresteiro, est inspiré des sérénades données par les orchestres de rue. Le violon, avec ses pizzicati, évoque le cavaquinho, la petite guitare des orchestres de chorus. Gallet y cite 2 chants populaires inclus dans les nombreux thèmes qu'il a collectés à travers tout le pays. « Mon pays a des palmiers où la mer gazouille ». C'est Oswald qui écrit. Les petits oiseaux ici ne chantent pas comme ceux de là-bas. Mon pays a davantage de roses et sûrement davantage d'amour. De l'or, de l'amour et des roses, que Dieu ne permette jamais que je meure sans retourner à São Paulo.
La suite Turuna de Luciano Gallet est aussi inspirée de l'art nègre, auquel l'avait déjà initié son professeur Darius Milhaud. Le mot Turuna lui-même est lié au carnaval de Rio de Janeiro dans les années 20. En effet, une des premières écoles de samba était dirigée par Asclepiades Turuna, qui était, si on en croit les documents d'époque, un noir gigantesque dont l'allure et la baguette qu'il fleurissait de papier colorié en avaient fait une vraie légende, au point que le mot Turuna est resté dans la langue brésilienne pour qualifier les hommes robustes et costauds. À n'en pas douter, c'est à lui que Luciano Gallet dédie son dernier mouvement, Mandinga, le noir mandingue, dans lequel il évoque le carnaval de Rio. Celui de 1924 vient d'achever, et Oswald le célèbre dans son manifeste en s'enivrant de sambas. Richard Wagner, il peut bien aller boire la tasse dans la baie, face au groupe de masques du carnaval de Botafogo. La poésie existe dans les faits. Les cabanes, safran et ocre dans les verts de la favela, sous le bleu cabralin, sont des faits esthétiques. Le carnaval de Rio, c'est l'événement religieux de la race. Boa Brésil, pau Brasil. C'étaient deux mouvements de la suite Turuna de Luciano Gallet par les solistes de l'orchestre du Deutsche Oper de Berlin. Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéret pour les médias francophones publics. La peintre Tarsila Diamarão avait coutume de dire que c'est Blaise Cendrars qui lui avait révélé les traditions noires du Brésil. On écoute José Augusto Calil. Le mouvement Pau Brasil, qui était un mouvement de poésie d'Oswald de Andrade et des peintures de Tarsila, le mouvement doit beaucoup à Blaise Cendrars. Ça, c'est 1924. Ça commence dans le voyage de découverte du Brésil, selon Oswald de Andrade, connu une situation, une réalité qui même le Brésilien ne connaît pas, sauf Mário de Andrade, qui était un homme. Il était déjà voyagé à Minas en 1919. Il était une personnalité absolument extraordinaire. Et cet voyage a
définit un peu le patrimoine de ce mouvement, parce que c'est après le voyage qu'on connaît la meilleure production de peinture, d'art et de littérature à Sao Paulo et au Brésil. C'est un voyage décisif et Blaise était là. Tout le temps, il était là. Avant son départ de Paris, et en tant que reporter pour l'Excelsior, Blaise avait fait part au peintre di Cavalcanti de son désir de découvrir des monuments anciens du Brésil. C'est ainsi qu'une excursion est organisée dans l'intérieur du pays en avril 1924. Dans l'état du Minas Gerais, à plus de 500 km de São Paulo, l'ancienne région des mines d'or et de diamants qui a connu sa splendeur au XVIIIe siècle. Blaise est accompagné d'Oswald et son fils, de Tarsila et de Dona Olivia, avec en plus l'avocat et écrivain brésilien d'origine française René Thiollier. Tout ce monde, sous la houlette de Mario de Andrade, quitte São Paulo en train pour rejoindre la célèbre ligne Central do Brasil. Un villancico, un chant de Noël anonyme de 1730 par l'ensemble Vox Brasiliensis dirigé par Ricardo Kanji. Les voyageurs s'installent à São João del Rei, d'où ils rayonnent dans la région. Ils arrivent le 16 avril en pleine Semaine Sainte. Dans cette petite ville coloniale aux magnifiques églises baroques, ils se mêlent aux processions. Et Sandrard confie à Tarsila qu'il a entendu là le plus beau des pleins chants. Le paysage aux multiples vallons où se nichent des bourgades coloniales plus belles les unes que les autres fascine Blaise Sandrard. 3 jours plus tard, ils font un aller-retour dans la ville voisine de Tiradentes, dont la cathédrale est l'une des plus belles du Brésil. Mais curieusement, Blaise se passionne avant tout pour le tueur dont tout le monde lui parle. On l'appelle o lobisomem, le loup-garou, car il a dévoré le cœur d'une de ses victimes, et il veut le rencontrer à tout prix dans sa prison. Il inclura d'ailleurs cet épisode dans une de ses œuvres. Puis c'est à São João del Rei qu'ils fêtent tous le dimanche de Pâques dans un concert de cloches à toute volée dans les églises de la ville. Et là, Blaise est bouleversé par une vieille femme naine qui est entourée d'enfants noirs. Il lui crie à tue-tête le nom des églises de la ville. C'est une émotion qu'il n'expliquera jamais. Puis le 21 avril, ils rejoignent la capitale, Belo Horizonte, où il s'installe et où il rencontre les intellectuels et écrivains de la ville, dont le tout jeune poète Carlos Drummond de Andrade. De là, il visite la superbe Ouro Preto, l'ancienne capitale majestueuse et éblouissante. Puis il séjourne à Lagoa Santa, la lagune sainte en pleine nature, où le secrétaire d'État à l'agriculture offre des terres à Sandrard. Le rêve de son Utopialand se réalise. Curieusement, quelques mois avant ce voyage, un opéra de Francisco Mignone avait été créé à Rio. Il évoquait justement le Minas Gerais du XVIIIe siècle et la personne du Contratador de Diamantes. C'était le titre de l'opéra, le responsable de l'exploitation des mines de diamants qui tentait de libérer la région de la tutelle portugaise. Un spectacle haut en couleurs, avec une scène restée célèbre où noir et blanc déguisés parodient des cortèges royaux en dansant une congada sensuelle sur une musique d'inspiration à la fois afro-brésilienne et luso-espagnole. Roberto Minchuk, à la tête de l'orchestre symphonique de São Paulo, dans la congada de l'opéra O Contratador de Diamantes de Francisco Mignone. Pour nos voyageurs, le plus émouvant des pèlerinages, c'est celui qui les mène à la fin de leur séjour sur les routes poussiéreuses qui conduisent au sanctuaire de Congonhas do Campo. Blaise Sandrard n'oubliera jamais Congonhas. Le sanctuaire à l'ombre des palmiers sur la colline et les sculptures de Antônio Francisco Lisboa, dit o Aleijadinho, l'estropié. En 1777, à l'âge de 47 ans, une maladie, la lèpre sans doute, avait rongé ses mains et ses pieds.
Entre 1794 et 1804, grâce à des assistants, il est parvenu à sculpter dans le bois et la pierre le plus sublime des chemins de croix, sur les flancs de la colline, au sommet de laquelle un grand escalier conduit à l'église entre les statues émouvantes des prophètes. Lors de la Semaine Sainte, on sort de sa coupole blanche chaque station du chemin de croix, avec tous ses personnages, et elle est portée en procession. Dans les poèmes Pau Brasil, publiés après ce voyage en 1925, Oswald se souvient. Dans l'amphithéâtre des montagnes, les prophètes d'Aleijadinho font du paysage un monument. Les coupoles blanches des scènes du chemin de croix, les peignes indiens en feuilles de palmier, sont les différentes marches de l'art de mon pays que personne n'a plus jamais gravies. Une Bible en pierre savon, baignée par l'or des mines. La musique pour le Vendredi Saint, composée par Antonio dos Santos Cunha, contemporain du sculpteur Aleijadinho. C'était l'ensemble Turicum, dirigé par Luis Alves da Silva et Matthias Weibel. À son retour en France,
Blaise entreprendra d'écrire un livre sur cet artiste génial, mais c'est un ouvrage qu'il n'achèvera jamais. C'est dans la petite gare de Congonhas que Blaise et ses amis reprennent le train jusqu'à Barra do Piraí, où ils montent dans celui qui les conduit à São Paulo, où ils arrivent le 29 avril. À São João del Rei, les voyageurs avaient été informés de la disparition de l'argenterie de l'église, survenue peu avant leur visite. Ils avaient aussi appris, indignés, que ce sont des prêtres eux-mêmes qui avaient vendu certaines statues anciennes. Blaise est scandalisé et il prépare un plan d'action. Le 20 mai 1924, Dona Olivia, toujours aussi énergique, décide avec son aide de fonder une société des amis des monuments historiques du Brésil, et c'est Sandrard qui est chargé de rédiger les statuts de l'association. Il a été en quelque sorte, par ce voyage et par la prise de conscience de ses amis, à l'origine du Service national de protection du patrimoine historique du Brésil. Et il aura aussi ce conseil magnifique aux amis. Brésiliens, gardez vos trésors, et puis ne prenez plus le bateau pour le Havre, mais le train pour le Minas Gerais. Carlos Augusto Calil. Il y était une espèce de contradiction très intéressante, c'était le modernisme qui s'intéressait au passé. Ils avaient un besoin d'un passé très fort. Et ils ont trouvé ce passé complètement abandonné par une société qui avait de valeurs républicaines, que c'était les valeurs d'ordre et du progrès de la constitution républicaine brésilienne qui était positiviste. L'idée c'était que tout qui était colonial dans l'Empire, c'était le passé, c'était tragique. Dies Sanctificatus de José Mauricio Nunes Garcia, le compositeur le plus célèbre du XVIIIe siècle au Brésil. L'ensemble Turicum, dirigé par Luis Alves da Silva et Matthias Weibel. Le 28 mai, à São Paulo, Blaise donne sa conférence intitulée « Comment j'ai rédigé mon anthologie nègre » à la Villa Quiriau, une superbe demeure art déco au milieu d'un grand jardin fondé par José de Freitas Vale, avocat et homme politique fortuné, qui avait fait du grand salon et de la véranda de sa demeure un lieu régulier de rencontres littéraires et musicales. Féru de culture française, il écrivait des poèmes en notre langue sous le nom de Jacques Davray. Quelques semaines plus tard, Blaise retrouve la salle du conservatoire. Il y parle de la peinture contemporaine, entouré de tableaux de Fernand Léger, de Delaunay, de Tarsila Diamarau et de Lazare Segao, qui avait peint une toile pour l'occasion. Dans cette même salle, il assiste le 2 juillet à un concert du baryton brésilien Corbiniano Villassa, qui revenait de Paris, où il avait passé sans succès le concours d'admission à la troupe de l'opéra. Depuis son retour, il se consacrait au récital de lieder et de mélodies françaises et brésiliennes. Au piano ce soir-là, Leontina Knies et surtout Hernani Braga, qui commençait une carrière de virtuose. Il venait d'harmoniser et d'orchestrer des chants populaires brésiliens que le baryton avait mis à son répertoire, en particulier des modinhas, qui avaient été remises au goût du jour par Mario de Andrade. La modinha, cette mélodie portugaise héritée de l'art lyrique italien, qui, en arrivant au Brésil, avait acquis une saudade encore plus mélancolique, comme cette casinha pequenina que la soprano Bidu Sayão aimait beaucoup chanter dans l'orchestration d'Hernani Braga.
Te souviens-tu de la petite maison où notre amour est né? Sais-tu que le palmier, sur le côté, est mort de nostalgie? La sublime voix de la soprano brésilienne la plus célèbre sans doute, Bidou Sayão. Blaise est totalement sous le charme du Brésil. Depuis un moment déjà, il songe à réaliser un film promotionnel sur le pays. Le cinéma le passionne et il a déjà collaboré avec Abel Gance. Il en parle donc à Paulo Prado et aux amis modernistes, tous enthousiastes, qui se font fort de lui avoir un rendez-vous avec le gouverneur Washington Luiz. Blaise, lui, vise directement le gouvernement fédéral. Il part donc à Rio de Janeiro, qu'il va enfin mieux connaître. S'il parvient à ficeler un dossier convaincant, il le présentera à la trésorerie d'État pour obtenir des fonds. Et il s'installe dans l'appartement 101 du Copacabana Palace, qui a été inauguré en 1923. Face à la plage et à l'océan, il termine le scénario d'un film qui va raconter l'aventure d'une famille brésilienne de 1720 à nos jours. Ce sera, dit-il, une révélation pour les Brésiliens eux-mêmes. Rien de tel que le paysage qu'il a sous les yeux pour l'inspirer. Blaise obtient l'accord du président de la République et celui du gouverneur de São Paulo. Avant de rentrer, il profite encore de Rio, dont l'exubérance le séduit totalement, tout comme la musique de ces orchestres de choros qui jouent dans les halls des cinémas et dans les grands cafés.
Luperci Miranda et son ensemble dans cette belle musique de Pichinguinha, le grand sambiste noir. À São Paulo, ces années-là, les musiques de Zequinha de Abreu sont de plus en plus connues, car elles commencent enfin à être éditées, comme sa valse Branca de 1918 et son Sururu na Cidade de 1922. Eh bien, nous allons nous quitter avec cet oiseau Sururu, perdu dans la ville, un mot tupi-guarani qui aurait sans doute plu à Blaise Cendrars. C'est sur cette musique de Zequinha Abreu que nous nous disons au revoir aujourd'hui, avant de nous retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet avec à la technique Adelino Mello, une émission que l'on peut écouter et réécouter en podcast.